Ces 10 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses dans le spatial. Les fusées réutilisables, les méga-constellations de satellites, la montée en puissance de la Chine. On vient de boucler une année record en 2025 et tout porte à croire que ce record sera battu cette année encore. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire qu'on soit à l'apogée de l'exploration spatiale. Il y a un peu plus de 50 ans, le programme Apollo a marqué une étape incroyable avec l'exploration habitée de la Lune. Et depuis, sur ce front, l'humanité est plus timide. On n'est pas retourné sur la Lune en 50 ans ou même plus loin que l'orbite basse. C'est peut-être la dernière pièce qu'il nous manque avant de pouvoir dire qu'on est officiellement dans un deuxième âge d'or du spatial. Et normalement, cette pièce, on devrait la porter au puzzle cette année. La mission Artemis 2 doit décoller dans un peu moins d'1 mois. Elle va emmener un équipage de 4 personnes pour un voyage autour de la Lune. On ne reprend pas encore là où on s'était arrêté avec Apollo 17, mais on s'en rapproche. Ce sera la mission habitée la plus lointaine, la plus ambitieuse depuis plus d'un demi-siècle. Artemis 2, c'est le retour autour de la Lune, et derrière, c'est la promesse d'y rester plus longtemps, de mener un effort d'exploration poussé, et peut-être ensuite de pouvoir aller encore plus loin. C'est en tout cas un moment qui marquera les livres d'histoire qui nous attendent dans les semaines qui viennent. Le programme Artemis, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous connaissez. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo au hasard de l'algorithme YouTube, résumons rapidement. Après les missions Apollo et le premier pas de l'homme sur la Lune, les États-Unis ont fortement réduit leur budget spatial et donc leur ambition. Ils se sont concentrés sur l'orbite basse, avec la navette, puis la Station spatiale internationale, du moins pour le vol habité. Au début des années 2000, il y a eu un premier effort de retour sur la Lune, appelé Constellation, qui a rapidement été annulé, victime des jeux de pouvoir entre républicains et démocrates. Cette initiative est revenue en 2017 sous le nom d'Artemis, une série de missions pour amener progressivement des équipages américains mais aussi internationaux vers la Lune. Et cette fois-ci, le programme a obtenu un soutien bipartisan. Républicains et démocrates ont réussi à se mettre d'accord, probablement sous la pression de la Chine, qui fait avancer à toute vitesse son programme lunaire. Artemis est arrivé au bout d'une première phase de développement et la mission Artemis 1 a décollé en novembre 2022. Elle a permis d'envoyer un vaisseau Orion sans équipage autour de la Lune. La deuxième étape du programme, c'est celle qui nous attend dans quelques semaines. Reproduire ce même vol autour de la Lune avec un équipage de 4 personnes. On ne vise donc pas encore les pas dans la poussière lunaire des missions Apollo 11 à 17. C'est plutôt une sorte d'étape intermédiaire qui nous attend. Les petits bonds à la surface, en combinaison, ce sera pour la mission Artemis 3. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Artemis 2 n'en reste pas moins la mission habitée la plus ambitieuse du XXIe siècle. Aller jusqu'à l'orbite lunaire, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien qu'il faut une fusée considérablement plus grosse et un vaisseau bien plus complexe que pour une simple mission vers l'ISS. Et ce n'est pas pour rien que la NASA a mis plus de 5 décennies avant de retenter l'exercice, avec un budget bien plus maigre qu'à la grande époque. Artemis 2 devrait s'écouler sur une dizaine de jours, le temps d'aller jusqu'à la Lune, de passer derrière elle, puis de revenir vers la Terre. Dans les grandes lignes, ça paraît assez simple. Il y a cependant de nombreuses subtilités qui font de cette mission un vol extrêmement complexe et probablement aussi un peu dangereux. 10 jours, c'est très long pour un vol dans une capsule. Le vaisseau Crew Dragon de SpaceX, par exemple, en est incapable. Il peut rester jusqu'à 7 jours dans l'espace en totale autonomie. S'il faut séjourner plus longtemps, alors il devient nécessaire de s'amarrer à une station. C'est une des forces d'Orion. Le vaisseau développé par Lockheed Martin est pensé pour mener des missions de longue durée en totale autonomie. 9 jours pour Artemis 2, puis jusqu'à 1 mois ou plus pour les missions suivantes. C'est donc un vaisseau sensiblement plus gros que la Dragon de SpaceX. 25 tonnes et 20 mètres cubes pressurisés. Des chiffres qui sont presque exactement le double de ceux de la Dragon. Cela permet au vaisseau d'emmener plus d'oxygène, plus d'eau et de vivres, des relais de communication plus puissants, ou encore des capacités de propulsion pour s'insérer en orbite lunaire et en repartir. Le prix à payer en contrepartie, c'est un retour dans l'atmosphère terrestre plus compliqué. Le vaisseau est lourd et il rentre très vite. Lorsqu'un vaisseau Dragon revient de la Station spatiale internationale, il pénètre les hautes couches de l'atmosphère à environ 28 000 km/h, ce qui n'est déjà pas simple. Un vaisseau qui revient d'une mission lunaire rentre dans l'atmosphère beaucoup plus vite, environ 40 000 km/h. Il doit donc être équipé d'un bouclier thermique très performant, et c'est là que se trouve la première difficulté de la mission.
Lors de la mission Artemis 1, le bouclier thermique d'Orion a connu des dégradations plus importantes que prévu. Des morceaux de grosse taille ont été arrachés et la NASA a passé presque 2 ans à essayer de comprendre le problème. Il est dû à des gaz piégés dans une couche intermédiaire du bouclier qui ont fini par faire éclater une partie de celui-ci. Artemis 2 aura exactement le même bouclier et sera donc soumis au même risque. Les ingénieurs de l'agence spatiale américaine sont cependant confiants sur le fait qu'ils peuvent maîtriser ce risque. Ils ont identifié le phénomène et vont pouvoir moduler les paramètres de la rentrée pour le minimiser. Sur le lanceur, la fusée SLS, Artemis 1 a montré des niveaux de vibration importants lors de l'ascension et des séparations. Cela a poussé la NASA à implémenter plein de petits changements sur son architecture. Au niveau de l'interétage, tout près de la tête des boosters, des sortes de petites ailettes ont été ajoutées. En simulation, cette modification permet de réduire les turbulences et donc ces fameuses vibrations. Si jamais c'est insuffisant, l'électronique du vaisseau et de la fusée a été renforcée pour encaisser des vibrations plus fortes. Sur ce point, j'ai hâte de connaître le ressenti comparatif des 4 astronautes de la mission. Ils ont collectivement de l'expérience sur Crew Dragon et Soyouz, et pour nous dire si un décollage lunaire secoue beaucoup plus qu'un décollage orbital. Les boosters seront également largués 4 secondes plus tôt que pour la mission Artemis 1. Ce changement en apparence superficielle permet de gagner plus de 700 kg de charge utile sur l'ensemble de la mission, ce qui est énorme dans le spatial. Les antennes de communication ont été repositionnées pour assurer un suivi sans interruption et de nouveaux marquages ont été implémentés sur l'étage supérieur du SLS. Ils vont permettre de mener une petite mission annexe pour vérifier les capacités du vaisseau. Juste après la séparation, Orion volera pendant quelques instants en formation avec cet étage. Il s'en rapprochera, puis s'en éloignera, histoire de vérifier si le vaisseau peut manœuvrer pour un rendez-vous orbital. Ces cibles permettront au software du vaisseau d'avoir un point d'accroche. Artemis 2 va être truffé de petits tests dans le genre. Ils doivent permettre de voir comment l'architecture se comporte pour l'étape suivante, le retour sur la Lune. Orion devra se docker à un Starship pour Artemis 3, et ces tests de rapprochement sur cible fourniront des données précieuses. Parmi les autres tests effectués, le plus important est probablement celui des systèmes de support vie. Ils ont déjà volé sur Artemis 1, mais sans le stress d'un équipage qui respire et a besoin d'être chauffé. Les machines de génération d'oxygène et d'extraction du CO2, le maintien de la pression et de la température, l'évacuation des déchets. Tout doit fonctionner parfaitement, et il en va de la survie des astronautes. Ici, on note une prise de risque assez conséquente par rapport au programme Apollo. En 1968, la mission Apollo 7 avait permis de tester ces systèmes pendant 9 jours en orbite terrestre, ce qui aurait permis de revenir sur Terre en quelques heures en cas de problème. Avec Artemis 2, Orion saute cette étape et envoie directement son premier équipage en orbite lunaire. Au début de la mission, le vaisseau passera tout de même 24 heures sur une orbite terrestre elliptique. Cela devrait permettre de révéler n'importe quel souci dans les systèmes support vie. Et le cas échéant, annuler le départ vers la Lune. En plus de ça, le premier équipage va pouvoir communiquer son ressenti sur l'habitabilité réelle d'Orion. Survivre ne suffit pas. Il faut être capable de dormir, de travailler et de cohabiter avec 3 autres personnes dans 20 mètres cubes pendant 9 longues journées. Le vaisseau est-il bruyant? Son intérieur est-il correctement aménagé? Pourrait-on l'améliorer? Il n'y a qu'en se confrontant à une mission réelle, en 0G, qu'on peut répondre à ces questions. Là aussi, j'ai hâte de connaître les retours d'équipage. Tous les systèmes intermédiaires, les panneaux solaires, la propulsion, les télécommunications ont normalement été testés sur Artemis 1. Il ne devrait donc pas y avoir trop de surprises de ce côté. L'équipe mènera un certain nombre d'expériences pendant la mission. Une bonne partie d'entre elles concerne la médecine spatiale. Elles promettent de livrer des résultats fascinants. La médecine et les capteurs médicaux ont énormément progressé depuis la dernière mission au-delà de l'orbite basse, il y a plus de 50 ans. L'équipage d'Artemis 2 va être dans des conditions très particulières, y compris par rapport à des visiteurs de l'ISS. Ils seront soumis à des radiations plus fortes, à des cycles jour-nuit plus chaotiques, et sur le plan psychologique, à un isolement plus poussé sans la possibilité d'une évacuation en cas de problème. La NASA a d'ailleurs prévu de tester leur résilience. Ils devront par exemple tenter de résoudre des problèmes sans support du contrôle de mission, ou avec des communications retardées. J'anticipe des moments de stress importants sur certains segments de la mission. Mais bon, les astronautes sont taillés pour ça. C'est même une de leurs qualités premières. Parlons justement de l'équipage. À bord, on va trouver 3 Américains et un Canadien qui deviendra ainsi la première personne non américaine à quitter l'orbite basse.
Il s'agit de Jeremy Hansen, qui est par ailleurs le seul membre de la mission à n'avoir jamais réalisé de vol spatial. Il s'offre un sacré baptême qui doit faire des jaloux. Les 3 autres membres, Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, en sont tous à leur 2e mission. Aucun vieux briscard qui a connu l'époque des navettes à bord. Ils sont expérimentés, ils ont tous entre 45 et 50 ans, mais n'ont pas non plus enchaîné les missions. C'est probablement ce qui va leur permettre d'encaisser un niveau de radiation relativement important. La NASA a des directives sur la quantité de rayonnement qu'un astronaute peut absorber sur l'ensemble de sa carrière. Et ceux qui ont déjà 3 ou 4 missions au compteur sont peut-être trop proches de la limite. Avec Maxime, on va essayer de suivre avec vous la mission sur sa longueur, du décollage à l'atterrissage. Probablement via un mix de live et de vidéos récapitulatives. Si tout se passe bien, la NASA aura engrangé plein de données essentielles pour Artemis 3. Comment Orion manœuvre, comment les systèmes de support vie tiennent le coup, comment se passe la rentrée atmosphérique, etc. Tous ces éléments vont permettre de préparer Artemis 3, la mission qui va permettre de poser le pied sur la Lune. C'est une étape autrement plus complexe et on a discuté à maintes reprises de ses difficultés sur la chaîne. Officiellement, elle doit décoller en 2028. Officieusement, 2030 serait déjà bien. Pour y parvenir, il faut qu'Artemis 2 se passe très bien et ne révèle aucune faille critique. C'est une aventure incroyablement risquée à laquelle se livre la NASA. Et cette fois-ci, il y a des vies en jeu. Mais ce n'est qu'en prenant ces risques, en poussant l'ingéniosité humaine dans ses derniers retranchements, qu'il va devenir possible de pousser vers l'étape suivante. Et d'un jour enfin reprendre le flambeau là où les astronautes d'Apollo 17 l'ont laissé. Allez, voilà qui boucle ce dossier d'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez aussi consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.